Bienvenue sur la chaîne Histoire du soir. Ici, nous explorons le passé pour vous aider à trouver le sommeil de manière agréable et bénéfique. Pensez à vous abonner et à cliquer sur « J'aime » dès maintenant, car à la fin de cette narration, vous vous retrouverez plongé dans les bras de Morphée. Fermez les yeux, l'histoire commence déjà. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons aborder l'une des plus anciennes philosophies et doctrines religieuses de Chine, le taoïsme. Nous verrons pourquoi il est connu comme la philosophie du chemin, ce qu'est véritablement ce chemin énigmatique, et pourquoi, depuis des millénaires, les gens s'attachent à le suivre dans leur quête de sagesse et d'harmonie. Le taoïsme a émergé il y a plus de 2500 ans et a profondément influencé la culture et la vision du monde du peuple chinois. Le terme même est dérivé du concept central Dao, qui se traduit littéralement par chemin. Cependant, ce chemin ne doit pas être perçu comme une simple route ou itinéraire. Pour les anciens Chinois, le Dao incarne quelque chose de plus profond et complexe. C'est une loi universelle, un principe mystérieux et invisible qui régit tout ce qui existe dans l'univers. Selon la philosophie taoïste, le Dao est l'origine de la vie, l'ordre et l'harmonie qui sous-tendent tout ce qui existe. Il est à la fois éternel et indéfinissable, imprégnant le monde sans avoir de forme. Il est impossible de le décrire ou de l'exprimer pleinement par des mots. Le Dao, semblable à l'eau qui s'écoule doucement et silencieusement, s'adapte à n'importe quel récipient et a la capacité, avec le temps, de briser même les obstacles les plus solides. Suivre le Dao signifie accueillir ce flux naturel des choses et vivre en harmonie avec lui, en évitant la violence, les efforts excessifs et l'imposition de sa volonté sur le monde environnant. C'est pourquoi le taoïsme est parfois décrit comme la philosophie du chemin. Il enseigne aux gens à maintenir un état de naturel et d'équilibre intérieur en suivant le principe de Wu Wei, qui se traduit par non-agir ou absence d'effort. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas de passivité ou d'inaction, mais d'une façon d'agir où l'individu agit avec aisance, sans tension, sans troubler le cours naturel de la vie. C'est un principe qui prône une existence en harmonie avec soi-même et la nature, où chaque action se manifeste spontanément, sans contrainte ni résistance. Depuis des millénaires, le taoïsme suscite l'intérêt des gens grâce à sa sagesse profonde et à son utilité pratique. Il a porté son influence sur de nombreux aspects de la culture chinoise, l'art et la littérature, la médecine et les pratiques de bien-être, ainsi que les arts martiaux, et est devenu une composante essentielle des traditions et de la vie quotidienne du peuple chinois. Nous débuterons par les origines du taoïsme dans la Chine ancienne et le contexte historique dans lequel cette doctrine mystérieuse et riche a émergé. La période durant laquelle le taoïsme a vu le jour est l'une des plus tumultueuses et contradictoires de l'histoire de la Chine ancienne. L'époque Zhou, qui a débuté au Xe siècle avant notre ère, a été caractérisée par des changements sociaux majeurs, ayant entraîné une transformation profonde de la société chinoise. À cette époque, une élite de fonctionnaires et de lettrés s'est progressivement constituée, devenant la principale force intellectuelle et moteur du développement spirituel du pays. Parallèlement, une écriture plus élaborée s'est propagée, facilitant la diffusion rapide et efficace des idées philosophiques au sein de la population. La puissance centrale de la dynastie Zhou s'est progressivement érodée, laissant émerger des royaumes et principautés distinctes.
À partir du VIe siècle avant notre ère, a commencé la période tristement célèbre des royaumes combattants. Pendant près de 3 siècles, la Chine a été plongée dans des guerres interminables et des luttes acharnées pour le contrôle des territoires et des influences. Le chaos, la cruauté et la destruction prévalaient partout. Ces circonstances dramatiques ont conduit la société à entreprendre une profonde quête spirituelle qui s'est traduite par l'émergence de nombreuses nouvelles écoles et courants philosophiques. Parallèlement au taoïsme, d'autres courants philosophiques significatifs, comme le confucianisme, ont également vu le jour durant cette époque. Le confucianisme prônait un ordre moral rigoureux, exaltant le respect des aînés et des hiérarchies familiales et sociales bien définies, ainsi qu'un respect inconditionnel des règles et des traditions. Les Confucéens étaient convaincus que seules des normes éthiques strictes et le respect des rites traditionnels pouvaient restaurer la stabilité et l'ordre dans la société. Un autre courant influent était l'école du légisme, dont les adeptes soutenaient que seules des lois rigoureuses, un contrôle strict et des sanctions sévères pouvaient mettre fin au chaos et à la violence. Les légistes prenaient des mesures extrêmement sévères, allant jusqu'à des exécutions de masse, des punitions cruelles et un contrôle total de la vie privée des citoyens. Leur doctrine engendrait la peur et la tension au sein de la population. La troisième école notable de cette époque était le maïsme, fondé par le philosophe Mozi. Les maïstes prônaient les principes de l'amour universel et de l'égalité entre tous les êtres humains, soutenaient le pacifisme et exigeaient l'abandon des guerres, considérant tout conflit armé comme vain et destructeur. Mozi critiquait également l'excès et le luxe, les tenant pour responsables de l'injustice sociale. Dans ce contexte de principes stricts et absolus, l'approche des taoïstes se distinguait complètement. Les taoïstes rejetaient toute tentative de réguler rigidement la vie des individus et de la société, estimant que c'est précisément une intervention excessive dans l'ordre naturel des choses qui engendre tous les problèmes. Ils croyaient en la naturalité, la simplicité et l'équilibre intérieur, soulignant que l'harmonie est atteinte lorsque l'individu vit en accord avec la nature et avec lui-même. Cette approche séduisait ceux qui étaient lassés des guerres incessantes et des intrigues politiques, désireux de trouver la paix et la sérénité intérieure. Par ailleurs, les anciennes traditions chamaniques et le culte de la nature, qui avaient existé bien avant l'émergence des traités philosophiques, ont joué un rôle essentiel dans la formation de cet enseignement. C'est précisément cela qui a permis au taoïsme de devenir accessible et compréhensible pour les gens ordinaires, dont la vie était étroitement liée au cycle naturel. Pour la plupart des gens ordinaires de l'époque, agriculteurs et artisans, qui dépendaient entièrement des fluctuations saisonnières et de l'état de la nature, les idées du taoïsme leur semblaient naturelles et accessibles. Ils y décelèrent un respect pour les lois et les forces qui régissaient leur vie quotidienne. Ainsi, des représentants de divers milieux sociaux devenaient des partisans du taoïsme. D'une part, des intellectuels et fonctionnaires, lassés des exigences strictes et rigides du confucianisme, ainsi que de la cruauté du légisme, se tournaient vers le taoïsme en quête d'une alternative plus libre et indulgente. D'autre part, de simples agriculteurs et artisans étaient instinctivement attirés par les principes taoïstes, car ceux-ci s'accordaient parfaitement avec leur mode de vie et leur vision du monde. Parmi les adeptes, on trouvait aussi des individus qui, déçus par les cruels jeux politiques, choisissaient de se retirer totalement de la vie publique, se consacrant à la contemplation
et à la quête intérieure de la vérité. Il convient également de souligner que certains dirigeants tentaient d'incorporer les idées taoïstes de simplicité, de modération et de naturalité dans la gestion de l'État, espérant ainsi stabiliser la situation sur leur territoire et mettre un terme aux guerres incessantes. Cependant, les sages taoïstes eux-mêmes, y compris Laozi et ses disciples, s'engageaient rarement dans la vie politique, préférant la solitude et observer les événements mondains de loin. Maintenant que nous avons exploré le contexte et les conditions qui ont façonné le taoïsme, nous pouvons nous pencher sur la personnalité du sage Laozi et plonger plus profondément dans les idées de son célèbre traité, qui a établi les bases de tout cet enseignement. Le nom de Laozi recèle de nombreux mystères et suscite des débats parmi les historiens et les philosophes. En chinois, il signifie littéralement « vieux sage » ou « vieux maître ». Ce surnom accentue son image, entourée d'une aura de sagesse ancienne et d'expérience. Cependant, c'est précisément pour cette raison que certains historiens remettent en question son existence en tant qu'individu concret, suggérant plutôt que cette figure pourrait avoir été créée collectivement par plusieurs penseurs anciens, enrichis par la suite de légendes et de mythes. Selon la version la plus répandue et traditionnelle, Laozi aurait vécu au 6e siècle avant notre ère, occupant le rôle d'archiviste et de conservateur des archives. La légende raconte qu'étant profondément déçu par la politique, la décadence des mœurs et les conflits incessants, Laozi décida de quitter sa terre natale pour se rendre dans les montagnes de l'Ouest afin de passer le reste de ses jours dans le silence et la paix. À son arrivée à la barrière occidentale, un garde nommé Yinshi, reconnaissant le sage, lui demanda de laisser des écrits de sagesse avant qu'il ne se retire définitivement dans la solitude. C'est à cette barrière frontalière que Laozi aurait rédigé le texte connu sous le nom de Dao De Jing, ou le livre du chemin et de la vertu. La source la plus ancienne, mentionnant en détail la biographie de Laozi, est le célèbre ouvrage de l'historien Sima Qian, intitulé « Mémoires historiques ». Rédigé au 9e ou 1er siècles avant notre ère, ce texte est devenu la référence pour la plupart des représentations de la vie du sage. Les plus anciens textes conservés du Dao De Jing ont été retrouvés par des archéologues sur des rouleaux de bambou et de soie, datés du 2e siècle avant notre ère. Ces découvertes ont définitivement confirmé l'ancienneté et l'autorité de l'ouvrage, démontrant à quel point ces idées étaient déjà largement diffusées à cette époque lointaine. Certains chercheurs contemporains ont tendance à considérer Laozi comme un personnage mythique, une incarnation de la sagesse, plutôt que comme une figure historique concrète. D'autres soutiennent qu'il s'agit d'une image collective, construite autour de plusieurs philosophes et érudits anciens de l'époque, dont les idées ont été rassemblées dans un unique texte. Quoi qu'il en soit, peu importe qui il était, son influence sur la culture et la philosophie s'est avérée immense et indiscutable. Le livre lui-même, le Dao De Jing, est devenu un traité fondamental du taoïsme et l'une des œuvres les plus marquantes de la littérature philosophique mondiale. Malgré sa brièveté d'environ 5000 caractères, le texte aborde une variété étonnante de questions, offrant une perspective profonde et cohérente sur la vie, la nature et la société humaine. L'idée centrale du traité est le concept de Dao. En termes simples, le Dao peut être perçu comme une force invisible qui régit le cosmos et la nature. Bien qu'elle ne soit ni visible ni tangible, elle agit partout, à l'image du vent, qui, sans se voir, se fait sentir en faisant onduler les feuilles des arbres.
Suivre le Dao implique de vivre naturellement, sans opposer de résistance à ce qui se déroule autour de soi, mais en s'intégrant de manière fluide et harmonieuse au courant naturel des événements. De la compréhension du Dao émane également le second principe fondamental de l'enseignement de Laozi, qui se manifeste par le non-agir. Cela ne signifie pas qu'il faille rester inactif. Il s'agit plutôt d'agir sans tension, ni efforts inutiles, à l'image d'une rivière s'écoulant paisiblement dans son lit, sans chercher à se frayer un nouveau passage à travers les pierres. Par exemple, lorsqu'un nageur lutte contre le courant, il s'épuise rapidement et risque de se noyer. En revanche, s'il se détend et laisse la rivière le porter, il parviendra sereinement au rivage. C'est ce que Laozi désigne par le non-agir sage. Un autre concept clé de son enseignement est celui de la douceur. Il soutient que la véritable force ne réside pas dans la rigidité et l'agressivité, mais plutôt dans la flexibilité et l'adaptabilité. Le traité illustre ce principe de manière poignante, à travers l'exemple de l'arbre. Un jeune arbre flexible se courbe aisément sous la force d'un vent violent, ce qui lui permet de survivre, tandis qu'une branche sèche et rigide se fracture au premier souffle. De même, une personne doit faire preuve de flexibilité et de patience pour surmonter les difficultés de la vie. Laozi met également en avant l'importance de la simplicité dans l'existence. Il affirme que bon nombre des maux et des malheurs surviennent précisément parce que les gens compliquent leur vie à l'excès, recherchant richesse, luxe et pouvoir démesuré. Laozi enseigne à se satisfaire de peu, à vivre de manière simple et naturelle, en évitant les désirs et ambitions superflus qui n'engendrent que tumulte intérieur et souffrance. Une des célèbres paraboles illustre merveilleusement la sagesse de la simplicité et du vide intérieur. Laozi écrit « On fabrique des récipients en argile, mais c'est le vide à l'intérieur qui les rend utiles. » À travers cette métaphore, le sage souligne que la véritable valeur des objets ne réside pas dans leur forme extérieure ou leurs matériaux, mais dans l'espace intérieur, vide, qui peut être rempli de quelque chose de réellement significatif. Ainsi, dans la vie d'une personne, les richesses matérielles, les titres ou le statut ne garantissent ni bonheur ni harmonie. Ce qui importe réellement, c'est l'espace intérieur de l'âme et de la conscience, capable d'accueillir sérénité, sagesse et véritable sens. Une autre sage réflexion souligne l'importance de s'arrêter à temps et d'éviter les excès. Celui qui se met sur la pointe des pieds ne pourra pas tenir longtemps, et celui qui fait des pas trop larges ne parviendra pas à avancer loin. À travers cette métaphore, le sage met en lumière que les efforts démesurés, l'attention et le besoin d'impressionner autrui entraînent inévitablement fatigue et épuisement. Une personne véritablement sage évite les extrêmes et progresse dans la vie de manière calme et équilibrée, sans chercher à paraître plus grande ou meilleure qu'elle ne l'est réellement. Cette approche permet à l'individu de préserver sa paix intérieure et sa stabilité, même dans les situations les plus ardues. Ainsi, le traité Dao De Jing est devenu un véritable guide pratique pour la vie, proposant aux gens un chemin vers l'équilibre intérieur, le bonheur et l'harmonie. Ces concepts se sont révélés si universels et profonds qu'ils ont captivé, au fil des millénaires, des individus de tous horizons, des simples paysans aux érudits et aux dirigeants. Quelques générations après que Laozi ait rédigé son œuvre, les idées du sage se sont propagées à travers toute la Chine et ont suscité de vives discussions tant au sein des cercles académiques qu'auprès du grand public. C'est à cette époque
que Zhuangzi est apparu, s'intéressant au taoïsme et devenant un ardent adepte et un éminent interprète de cette philosophie. S'inspirant des écrits de Laozi, il a approfondi et développé cette philosophie dans une nouvelle direction, rédigeant son propre traité qui porte son nom. Il a vécu au IIIe siècle avant notre ère, durant les royaumes combattants, une période encore plus tumultueuse et complexe que celle de Laozi. C'était une période de guerres intenses, d'intrigues politiques incessantes et de conflits, marqués par une instabilité sociale et une crise morale. Dans ce contexte, les différentes écoles philosophiques se livraient une compétition accrue, proposant diverses approches aux gens pour atteindre l'harmonie et le bonheur. Peu d'informations subsistent sur la vie de Zhuangzi. Il est brièvement mentionné dans des annales historiques, indiquant qu'il venait d'un petit royaume de Song, vivait humblement, évitait le service militaire et les fonctions officielles, choisissant plutôt la liberté, la solitude et la réflexion philosophique. Certaines sources notent également qu'il refusait délibérément les postes et fonctions élevés, même lorsqu'on lui en faisait l'offre, car il ne les percevait que comme de vaines entraves à sa liberté. Le caractère et la personnalité de Zhuangzi se distinguent nettement de la figure du sage calme et serein qu'est Laozi. Si Laozi se présente comme un sage, empreint d'une profonde tranquillité et harmonie intérieure, Zhuangzi se démarque par un caractère bien plus vivant, émotionnel et même ironique. Son approche de la philosophie se distingue par une légèreté et une espièglerie particulières. Il emploie constamment des paradoxes, des plaisanteries et des images frappantes qui surprennent et déconcertent ses lecteurs. Il ironisait fréquemment sur les philosophes et érudits trop sérieux, avides de tout classifier et de créer des systèmes logiques rigoureux. Pour lui, la vérité était trop vaste et complexe pour être bellement exprimée par des concepts secs et des définitions strictes. Au contraire, il préférait exprimer ses idées à travers des fables riches et profondes, imbriquées de symbolisme et d'un humour subtil. La fable la plus célèbre et mémorable est sans doute celle où il décrit son rêve dans lequel il s'est vu devenir un papillon. En se réveillant, il se pose la question « Je ne sais pas si j'étais un homme rêvant qu'il était un papillon, ou si je suis un papillon rêvant qu'il est un homme. » Par cette métaphore, il mettait en lumière la relativité des conceptions humaines du monde et l'illusion des frontières entre le rêve et la réalité, ainsi qu'entre le subjectif et l'objectif. Une autre fable célèbre narre l'histoire d'un arbre qui poussait de travers avec des branches peu esthétiques. Les gens le jugeaient inutile et ne l'abattaient pas, ce qui lui a permis de se développer et d'offrir aux humains de l'ombre et du réconfort. À travers ce récit, Zhuangzi illustre la relativité des conceptions humaines, de l'utilité et de l'inutilité, mettant en lumière que ce qui semble dénué d'importance peut en réalité revêtir une valeur profonde et authentique. Dans une autre fable, il narre l'histoire d'un cuisinier qui découpait un bœuf avec une incroyable dextérité et légèreté. Lorsqu'on lui a demandé comment il réussissait à le faire avec tant d'habileté, il a répondu qu'il n'agissait pas par force, mais qu'il percevait les espaces naturels entre les articulations et la veine, permettant ainsi à son couteau de glisser librement et naturellement. À travers cette fable, il illustre que le véritable art de la compétence réside dans la capacité à agir sans tension, en ressentant intuitivement l'ordre naturel des choses. Une autre histoire célèbre raconte celle d'un homme qui avait peur de son ombre et de ses pas, et pour s'en défaire, il tentait de fuir. Cependant, plus il courait vite,
plus son ombre et ses pas le suivaient rapidement, jusqu'à ce qu'il s'effondre, épuisé. Cette histoire illustre que les peurs et les problèmes ne peuvent être surmontés par la fuite. Au contraire, il est préférable de se calmer, d'accepter le cours naturel de la vie et de cesser de s'inquiéter excessivement. Ainsi, les problèmes finiront par s'évaporer d'eux-mêmes. L'idée philosophique centrale de Zhuangzi est que l'homme doit s'inscrire dans le courant naturel du Dao, sans tenter de contrôler ou de réguler sa vie de manière rigide. Il encourage à être spontané, libre et détaché des résultats précis de ses actions. Dans ce cadre, le concept de Wu Wei demeure un élément clé de sa philosophie, mais il l'interprète de façon beaucoup plus ample et vivante, soulignant l'importance d'une liberté intérieure absolue et du renoncement aux conventions. De nombreux chercheurs et philosophes tendant à percevoir Zhuangzi comme un véritable mystique, un homme dont les méditations et réflexions l'élèvent bien au-dessus de la compréhension ordinaire du monde. Il affirmait qu'au-delà de nos catégories et conceptions humaines se cache quelque chose de bien plus vaste et profond, la véritable nature du Dao, qui ne peut être complètement appréhendée de manière rationnelle. On ne peut la saisir qu'à travers un état d'intuition particulière et une vision intérieure. Ainsi, Zhuangzi est devenu non seulement le continuateur des idées de Laozi, mais aussi leur interprète éclairé, réussissant à enrichir et à approfondir la philosophie du taoïsme, lui conférant un nouveau sens et la rendant encore plus attrayante et accessible à un large public. Si Laozi a établi les fondations, Zhuangzi a transformé le taoïsme en une philosophie vivante, ouverte, empreinte d'un profond sens intérieur et d'une puissante émotion. À l'époque de la dynastie Han, le taoïsme a commencé à adopter des caractéristiques nettement différentes des idées philosophiques initiales, alors qu'à ses débuts, le taoïsme était principalement un enseignement centré sur le monde intérieur de l'homme et les réflexions philosophiques concernant la nature du Dao. Il évoluait désormais progressivement vers une forme religieuse qui englobait divers aspects de la vie, comprenant des pratiques et des rituels concrets. L'un des facteurs majeurs ayant conduit à une telle transformation du taoïsme a été le désir de la société de l'époque, Han, pour l'unité, l'ordre et la stabilité. Après de longues années de conflits et de bouleversements sociaux, les gens recherchaient des formes religieuses simples, accessibles et compréhensibles, capables d'alléger leur existence tout en offrant protection et réconfort. Le taoïsme a répondu à cette attente en proposant non seulement une sagesse philosophique, mais également des méthodes concrètes pour influencer le monde environnant à travers des rituels, des pratiques magiques et des expériences alchimiques. La figure centrale liée à la transition de la philosophie vers la religion est Zhang Daoling, ce sage ayant vécu au premier siècle de notre ère, est reconnu dans la tradition chinoise comme le fondateur du taoïsme religieux. Selon la légende, en l'an 142 de notre ère, Laozi lui serait apparu personnellement sous la forme d'un être divin et lui aurait transmis des connaissances secrètes sur la nature du monde spirituel, les rituels magiques et les méthodes permettant d'atteindre l'immortalité. Zhang Daoling a fondé une école religieuse connue sous le nom d'école des 5 sceaux de riz, ou voie des maîtres célestes. Ce nom est issu d'une tradition selon laquelle chaque disciple offrait précisément 5 seaux de riz au profit de la communauté religieuse et de ses prêtres instructeurs. Ce riz était récolté non seulement comme un soutien matériel pour les maîtres spirituels et leurs activités, mais symbolisait également la volonté des disciples de se sacrifier
et de donner sincèrement sur le plan spirituel. Ainsi, les disciples exprimaient leur soumission et leur dévotion à l'enseignement A. L'organisation des maîtres célestes est devenue le premier véritable institut religieux du taoïsme. Zhang Daoling et ses disciples ont mis en place une structure hiérarchique rigoureuse, comprenant prêtres, temples et rituels, établissant des règles de conduite claires et des pratiques spirituelles. Ils soutenaient que Laozi était un être divin, un souverain céleste en mesure d'accorder bénédiction et protection. Une composante essentielle du taoïsme religieux englobe une variété de rituels et de cérémonies. Ceux-ci incluaient des prières régulières, des méditations et des offrandes faites aux esprits et aux divinités. Les prêtres taoïstes, surnommés maîtres célestes, agissaient en tant qu'intermédiaires entre le monde humain et celui des dieux. Ils dirigeaient les rituels, recevaient les offrandes et pratiquaient la divination. Ces rituels permettaient aux individus d'obtenir la bénédiction des puissances supérieures, de se protéger des esprits malveillants et de favoriser leurs chances dans leurs entreprises. Les temples taoïstes se transformaient en espaces où les gens pouvaient communiquer avec les divinités et les esprits des ancêtres. Souvent ornés d'images de saints et de dieux, ces temples accueillent également la combustion d'encens, la diffusion de musique et l'organisation de cérémonies rituelles complexes. Parmi les rituels prisés figuraient différentes formes de purification, d'exorcisme des esprits malveillants et de protection pour le foyer et la famille contre les malheurs. Par exemple, pour se défendre du mal, l'utilisation de talismans, d'amulettes et d'incantations était courante. Ceux-ci étaient bien souvent écrits sur papier ou tissu et placés dans les maisons. À cette époque, une forte dimension magique a fait son apparition dans le taoïsme religieux. Les disciples ont commencé à croire en la capacité de modifier le monde extérieur grâce à des rituels et des incantations précises. Parmi les pratiques magiques répandues se trouvaient des incantations pour invoquer la pluie ou un temps ensoleillé, protéger les récoltes des calamités, ainsi que guérir des maladies et se défendre contre les esprits malveillants. Les prêtres magiciens taoïstes sont devenus des figures populaires vers lesquelles les gens se tournaient pour obtenir de l'aide dans la résolution de leurs défis quotidiens. Cependant, l'idée d'immortalité et le développement de l'alchimie chinoise ont sans doute constitué la nouveauté la plus surprenante. Tandis que le taoïsme primitif évoquait l'immortalité uniquement dans un sens symbolique, comme étant l'éternité propre à la nature même du Dao. Dans le taoïsme religieux, elle est devenue un objectif physique tangible. Les taoïstes croyaient qu'un individu pouvait réaliser cet idéal d'immortalité physique et de jeunesse éternelle grâce à des procédés alchimiques spécifiques et à des pratiques spirituelles. Les expériences alchimiques se concentraient sur la quête de l'élixir d'immortalité, une substance miraculeuse capable d'offrir la vie éternelle à l'homme. Les alchimistes taoïstes menaient activement des expérimentations avec des substances telles que le mercure, le soufre et l'or, développant des recettes complexes et secrètes. Il est important de noter que beaucoup de ces matériaux étaient extrêmement toxiques et représentaient un danger mortel pour l'homme. En particulier, le mercure causait de graves intoxications, entraînant souvent la mort des expérimentateurs. On connaît même des cas où des empereurs chinois, en recherchant l'immortalité, consommaient ces élixirs, ce qui les amenait à mourir d'une intoxication au mercure. Malgré ces conséquences tragiques, les recherches alchimiques se poursuivaient et exercèrent une influence significative sur l'évolution de la médecine et de la pharmacologie chinoise,
contribuant à la création de nombreux médicaments et à l'étude des substances chimiques. En plus de l'alchimie externe, on pratiquait également ce qu'on nommait l'alchimie interne, qui visait à transformer le corps et l'esprit par le biais de méditation, d'exercices de respiration et d'une alimentation spécifique. Les adeptes de l'alchimie interne croyaient qu'il était possible d'atteindre l'immortalité en perfectionnant leur corps et leur esprit, en purifiant leur énergie intérieure et en harmonisant leurs forces vitales. De plus, avec le développement de la branche religieuse du taoïsme, un panthéon distinct de dieux et de saints a émergé, alors que durant l'époque du taoïsme philosophique, les sages ne mentionnaient que le Dao, impersonnel et universel. L'apparition de la tradition religieuse a engendré un grand nombre de divinités personnifiées, qui sont devenues des figures de vénération et de culte centrales. Ces divinités représentaient divers aspects de la nature et de l'univers, assistaient les gens dans leurs besoins quotidiens et étaient perçus comme des protecteurs contre le mal et les calamités. La divinité la plus importante et centrale du panthéon est l'empereur de Jade, également connu sous le nom de Yu Huan. Son culte remonte aux mythes et légendes anciens de la Chine. Cependant, il a pris une place particulière dans le cadre du taoïsme religieux. Selon les légendes, l'empereur de Jade est le souverain suprême de l'univers tout entier, un monarque céleste qui exerce un pouvoir absolu sur tous les phénomènes et événements, tant sur terre que dans les cieux. Il observe les actions des hommes, évalue leur comportement, punit le mal et récompense le bien. Les taoïstes pensaient que l'empereur de Jade avait atteint sa position élevée grâce à de nombreux millénaires de perfectionnement spirituel et de stricte observance des vertus. Selon les légendes, il a parcouru un long chemin de purification, d'ascétisme et de transformation intérieure avant de s'installer sur le trône céleste. Il est décrit comme un dirigeant sage, juste et miséricordieux, soucieux du bien-être de tout ce qui existe et s'efforçant constamment de maintenir l'ordre et l'harmonie dans le monde. En son honneur, de majestueux temples ont été construits et des offrandes ainsi que des rituels étaient réalisés devant ces statues pour assurer aux gens protection, prospérité et la faveur des forces célestes. En plus de l'empereur de Jade, 3 autres divinités majeures du Panthéon sont connues sous le nom collectif des 3 purs ou Sankang. Ces 3 êtres suprêmes étaient vénérés comme des manifestations directes du Dao lui-même, représentant 3 de ses aspects les plus fondamentaux, à travers lesquels se manifeste la loi et l'ordre suprême de l'univers. Le premier et le plus élevé de ces 3 grandes divinités est Yuanshi Tiandi, le souverain céleste du principe originel. Il était honoré comme la cause première de tout ce qui existe, la force originelle suprême qui a précédé la création de l'univers. C'est lui, selon la vision taoïste, qui est la source de toute vie, l'incarnation absolue de la pureté et de l'infinité du Dao. Son image véhicule une parfaite tranquillité, une immobilité et une éternité. Il se tient dans un détachement complet des affaires terrestres et mondaines, symbolisant la nature primordiale et inépuisable. Le deuxième des 3 purs est Lingba Tinjun, ou le souverain céleste de la précieuse spiritualité. Il représente la sagesse divine, la connaissance spirituelle et les plus hauts mystères de l'univers. C'est lui qui est considéré comme le gardien et protecteur des écrits sacrés et des révélations, grâce auxquels l'homme peut parvenir à comprendre les profondes vérités sur la nature du monde et les chemins menant à la perfection spirituelle. Les taoïstes croyaient
que cette divinité ouvrait aux hommes les connaissances secrètes et les révélations spirituelles, leur permettant d'atteindre l'illumination et l'harmonie avec le Dao. Le troisième est le plus proche du monde humain, est Dao de Tinjun, également connu comme le souverain céleste du Dao et de la vertu. Dans le taoïsme religieux, il est considéré comme celui qui s'est incarné sur Terre sous les traits du sage Laozi. Ainsi, Laozi commence à être perçu comme un être divin suprême, spécialement né parmi les hommes pour leur transmettre la véritable connaissance de la nature à travers le célèbre traité Dao De Jing. Il était vénéré en tant que divinité de la sagesse, de la vertu et du mentorat spirituel. On se tournait vers lui pour obtenir de l'aide dans l'atteinte de l'harmonie intérieure, pour solliciter protection contre les malheurs et pour mieux comprendre le sens de la vie. Ces trois êtres suprêmes sont devenus des figures centrales de vénération religieuse et des protagonistes majeurs des rituels taoïstes. Les adeptes croyaient que s'adresser à ces divinités suprêmes aide l'homme à purifier son esprit et à recevoir de l'assistance dans diverses situations de la vie. En plus des figures centrales du panthéon taoïste, d'autres personnages légendaires, plus proches et compréhensibles pour les gens ordinaires, ont également conquis une immense popularité parmi la population. Les plus connus et aimés d'entre eux sont les 8 d'immortels. Ce groupe rassemble des sages et des magiciens ayant atteint les plus hauts niveaux de perfectionnement spirituel et d'immortalité. Selon de nombreuses légendes, les 8 immortels étaient à l'origine des personnes ordinaires, issues de différentes professions, âges et statuts sociaux. Chacun d'eux a atteint l'illumination spirituelle et l'immortalité par un chemin unique, après quoi ils se sont réunis et ont commencé à voyager ensemble à travers le monde, aidant les gens dans leurs affaires quotidiennes, les protégeant des malheurs et leur offrant des conseils sages. Leurs images illustrent la conception taoïste selon laquelle chacun peut parvenir à l'illumination et à la perfection, indépendamment de sa situation et de son origine. Chacun des 8 immortels a sa propre biographie légendaire, un symbole particulier et un attribut qui reflète ses forces et qualités spirituelles uniques. Le premier d'entre eux est Lu Dongbin, probablement le plus célèbre et apprécié des immortels. Il est dépeint comme un sage et puissant magicien, avec pour attribut une épée magique capable de chasser les esprits malveillants et de rendre la justice. Lu Dongbin incarne la détermination spirituelle, ainsi que la capacité à triompher du mal. Le deuxième immortel est Lan Kai-he, une figure mystérieuse dont le sexe est indéterminé, symbolisant le détachement des conventions mondaines et la liberté absolue de l'esprit. Son attribut est un panier de fleurs, représentant la jeunesse éternelle et la joie de vivre. Puis vient He Xianggu, la seule femme parmi les 8 immortels qui incarne la pureté, la compassion et la sagesse. Elle est traditionnellement représentée avec une fleur de lotus, symbole de pureté spirituelle et d'illumination. Le quatrième immortel est Zhongli Quan, un sage greffé avec un ventre rond et un éventail à la main. L'éventail symbolise la capacité de donner vie et de revitaliser, tandis que le sage lui-même est reconnu comme le patron des alchimistes et des chercheurs d'immortalité. Le cinquième immortel est Tan Xiangzi, le patron de la musique et des arts, dont l'attribut est une flûte, représentant l'harmonie, l'inspiration créative et la joie intérieure. Le sixième immortel est Cao Guojiu, un membre de la famille impériale qui a renoncé à la richesse et au pouvoir pour embrasser un chemin spirituel.
Son attribut est des tablettes en jade, symbole de justice, d'ordre et d'autorité spirituelle. Le 7e immortel est Li Tieguai, qui est dépeint comme un mendiant boiteux avec une canne en fer et une gourde remplie d'un précieux élixir d'immortalité. Il incarne la compassion et le souci pour ceux qui souffrent et sont malades. Enfin, le 8e immortel est Zhang Guolao, connu pour sa façon originale de monter un âne à l'envers. Cette manière inhabituelle de voyager symbolise la capacité du sage à percevoir à la fois le passé et l'avenir, ainsi qu'à transcender toutes les limites de la perception ordinaire du monde. Ensemble, ces 8 figures symbolisent la diversité des chemins menant à la perfection spirituelle. Elles inspirent ceux qui cherchent à développer leur esprit, à acquérir de la sagesse et à atteindre l'harmonie. Les représentations et statues des 8 immortels sont fréquemment présentes dans les maisons et temples chinois. Les gens se tournent vers eux pour obtenir aide, protection et conseils dans les différentes situations de la vie. L'une des légendes les plus célèbres concernant les 8 immortels s'intitule « Les 8 immortels traversent la mer ». Cette histoire est devenue si célèbre qu'elle a donné lieu à un proverbe chinois emblématique. Chacun des 8 immortels traverse la mer à sa manière. Cette expression souligne que chacun parvient à ses objectifs par ses propres moyens et talents spécifiques. Selon une ancienne légende, un jour, les 8 immortels voyageaient ensemble à travers les terres de Chine, apportant sagesse et assistance aux gens. Ils arrivèrent à un moment à la vaste et tumultueuse mer orientale que personne ne pouvait traverser sans un bateau solide ou un navire. Une fois arrivés au rivage, Lu Dongbin proposa à ses compagnons de ne pas chercher de bateau ni de demander de l'aide, mais de surmonter les obstacles en se fiant uniquement à leur propre capacité magique et à leur sagesse. Les autres immortels, souriant, acceptèrent joyeusement de relever le défi. Le premier à s'élancer fut Lu Bin. Il sortit son épée magique, la dirigea vers les vagues et, en prononçant des incantations, commença à marcher tranquillement sur l'eau, comme sur un sol solide. La mer tumultueuse s'écartait devant lui, comme devant un véritable héros. Ensuite, la magnifique He Xiangu s'avança. Avec un sourire radieux, elle lança un lotus sur la surface de la mer, qui se transforma immédiatement en une petite barque légère, la transportant avec grâce et rapidité à travers les vagues. Lan Kai-he, insouciante et joviale, jeta son panier de fleurs directement dans l'eau, lequel se métamorphosa en un magnifique et confortable fruit, entouré de fleurs, sur lequel il dériva paisiblement à travers la mer en admirant les paysages. Zhongli Quan, lent et sage, agita son éventail, générant autour de lui un nuage de vent frais qui l'emporta doucettement et tranquillement au-dessus des vagues maritimes jusqu'à l'autre rive. Han Xiangzi porta sa flûte magique à ses lèvres, et à cet instant, les notes mélodieuses de sa musique se transformèrent en un pont de fils délicats, à peine percevables, sur lesquels il traversa la mer comme s'il marchait dans les airs, jouant une mélodie envoûtante. Cao Guozi, réservé et noble, lança des tablettes en jade sur l'eau. Celles-ci se transformèrent instantanément en un pont solide et éclatant, s'élevant majestueusement au-dessus des vagues et lui permettant de passer avec aisance. Li Tieguai, le sage boiteux et compatissant, lança sa gourde devant lui. Celle-ci grandit immédiatement et se transforma en un fruit spacieux, flottant calmement et avec assurance sur les vagues, l'emmenant vers l'autre rive. Enfin,
l'extraordinaire et mystérieux Zhang Guolao fit son apparition. Se contentant de sourire, il monta à califourchon sur son âne à l'envers et s'éleva soudainement dans les airs. Son âne, qui se révéla magique, s'envola et franchit aisément les étendues maritimes, ramenant son maître parmi les autres immortels. Sur l'autre rive de la mer, les immortels se réunirent à nouveau, se saluant avec des sourires radieux et des éclats de rire. Ce spectacle émerveilla les villageois qui assistèrent au miracle et les encouragea à croire en leurs propres forces et possibilités. La leçon de cette belle et éclatante histoire est que chaque personne, à l'image des sages immortels, possède des dons et des talents uniques. Si elle apprend à suivre son chemin intérieur et à tirer parti de ses atouts, elle peut surmonter tous les obstacles, même les plus grands et les plus redoutables, tels que l'immense et menaçant océan oriental. Une place particulière dans le panthéon taoïste est dédiée à la déesse Xiwangmu, également appelée la reine mère de l'Ouest. Son personnage est l'un des plus anciens de la mythologie chinoise. Son image est profondément enracinée dans les notions d'immortalité et de vie éternelle. À l'origine, le culte de Xiwangmu est apparu bien avant l'avènement du taoïsme, il y a plus de 3000 ans. À cette époque, elle était vénérée comme une puissante déesse des montagnes de la mort et de la renaissance, détentrice de pouvoirs magiques et gardienne de la frontière entre les mondes des vivants et des morts. Au fil du temps, son culte a été incorporé dans le taoïsme religieux et Xiwangmu a commencé à être considérée principalement comme la déesse de l'immortalité et la maîtresse du jardin paradisiaque sur la montagne Kunlun. Selon les anciennes traditions chinoises, la montagne Kunlun se trouvait loin à l'ouest, au-delà du monde habité. Là se dressait un somptueux jardin de l'immortalité, où les péchés n'offraient leurs fruits qu'une fois tous les 3000 ans. Les fruits de ces arbres conféraient immortalité et jeunesse éternelle à quiconque réussissait à les goûter. Selon les légendes, l'accès à ce jardin était rigoureusement protégé et seuls les plus grands héros, sages et justes, pouvaient y entrer. Il est historiquement reconnu que certains empereurs chinois, obsédés par la quête de l'immortalité, montaient de véritables expéditions pour retrouver le jardin de Xiwangmu et les pêches miraculeuses de l'immortalité. La plus célèbre d'entre elles fut l'expédition menée par le fameux empereur Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine, qui régna au siècle avant notre ère. Selon les chroniques, il envoya à plusieurs reprises de nombreuses équipes de recherche vers l'ouest ainsi que des expéditions maritimes vers l'est dans l'espoir de découvrir le pays mythique de l'immortalité que, selon ses croyances, régentait la déesse Xiwangmu. Bien entendu, toutes ces expéditions se révélèrent infructueuses, renforçant encore davantage l'aura mystique autour de la légende. Dans les temples et sanctuaires taoïstes, Xiwangmu est souvent dépeinte comme une femme royale et majestueuse, entourée de fées immortelles et d'animaux. Elle est souvent accompagnée de phénix et de grues magiques, qui symbolisent aussi l'immortalité. Les fidèles lui adressèrent des prières, en quête d'une longue vie, de prospérité, de santé et de bien-être spirituel. En dehors des principales divinités taoïstes, le culte des ancêtres ainsi que le respect des esprits et des protecteurs locaux occupant une place prépondérante dans la vie quotidienne des simples gens. Ces anciennes traditions se sont intégrées de façon très harmonieuse dans le taoïsme, devenant une composante essentielle de celui-ci. Le culte des ancêtres reposait sur la conviction profonde des Chinois
que les âmes des défunts ne quittent jamais complètement le monde des vivants. Les ancêtres demeurent proches, veillant sur leur famille et pouvant intervenir dans les moments difficiles ou, au contraire, punir le manque de respect et l'oubli de leur mémoire. Dans chaque foyer se trouvait un autel familial spécial, avec des tablettes portant les noms des défunts. Des sacrifices, sous forme de nourriture et d'encens, leur étaient offerts, notamment lors des fêtes telles que le Nouvel An ou le Qingming, la journée de commémoration des morts. Il est intéressant de souligner que les Chinois croyaient que l'oubli ou le manque de respect envers les ancêtres pouvait entraîner de graves malheurs, comme des maladies, des récoltes médiocres ou même des pertes financières. C'est pourquoi s'occuper des ancêtres était considéré non seulement comme une obligation, mais aussi comme un gage de chance et de prospérité pour la famille. Une facette particulièrement vibrante du taoïsme populaire était celle des esprits protecteurs locaux. Dans chaque communauté, il y avait un protecteur local, tel que le Tudigong, le dieu de la terre, qui, selon les croyances, veillait sur le territoire du village ou de la ville, protégeant les récoltes et les habitations des forces malveillantes. L'eau avait aussi son propre dieu, le Shuishen, que l'on adoucissait pour prévenir la sécheresse ou les inondations. L'histoire de la déesse Mazu, protectrice des marins et des pêcheurs, est particulièrement emblématique et appréciée. Une jeune fille réelle, nommée Linmo, a vécu au Xe siècle et, selon la légende, elle possédait le don de prédire le temps et de sauver les gens des naufrages. Après sa mort prématurée, elle fut vénérée comme une déesse, les gens construisant des temples et élevant des prières pour bénéficiennes de mers calmes et de navigation réussie. Tout aussi célèbre est le culte du général Guan Yu, un héros historique de l'époque des Trois Royaumes. Après sa mort, il a été divinisé et est devenu le protecteur des commerçants, des militaires et de ceux en quête de justice. Son culte a gagné une immense popularité et on pouvait trouver des statues et des temples presque dans chaque ville chinoise à partir du VIe siècle de notre ère, durant les règnes des grandes dynasties chinoises Tang et Song. Le taoïsme a atteint son apogée et a marqué l'influence dans la société chinoise. C'est à cette période qu'il a émergé du cercle restreint des groupes philosophiques et religieux, se transformant en l'une des religions d'État officielles, vénérée et activement soutenue par les empereurs et la haute aristocratie. La dynastie Tang, qui a régné du 7e au Xe siècle, a fortement favorisé ce développement. Les empereurs Tang percevaient le taoïsme comme un levier idéologique pour renforcer leur pouvoir. Nombre d'entre eux se considéraient ouvertement comme des descendants de Laozi, partageant un nom de famille avec la lignée impériale. De cette manière, ils soulignaient leur nature divine et accroissaient le prestige de la dynastie. Par exemple, l'empereur Xuanzong, l'un des plus grands souverains de l'époque Tang, était un ardent et convaincu adepte du taoïsme. À sa demande, de magnifiques temples et monastères taoïstes ont été érigés dans de nombreuses villes de Chine, et les érudits de la cour s'y consacraient à étudier et à commenter les textes taoïstes. Grâce à un tel soutien gouvernemental, le taoïsme a gagné un statut élevé dans l'Empire et est devenu une composante essentielle de la vie culturelle et sociale. Les fonctionnaires et les membres de l'aristocratie visitaient les temples, invitaient des sages, des maîtres et des magiciens chez eux, accomplissaient des rites et cherchaient un appui spirituel. Le taoïsme a également laissé une empreinte sur la littérature, l'art et la science de cette époque, inspirant de nombreux poètes,
artistes et érudits. L'une des figures les plus marquantes et influentes de la période de formation et de développement du taoïsme fut le grand sage, alchimiste et scientifique Ge Hong. Bien qu'il ait vécu juste avant l'époque Tang, au siècle précédent, ses travaux ont eu un immense impact sur le taoïsme des périodes ultérieures. Ge Hong est l'auteur du célèbre traité Bao Pu Zi, qui se traduit par « le sage, emporté par la simplicité ». Dans son traité, il a non seulement développé des idées philosophiques sur la nature du Dao et l'harmonie intérieure de l'homme, mais il a également décrit en détail les méthodes alchimiques pour rechercher l'immortalité et la longévité. Ge Hong croyait que la véritable immortalité ne s'obtient pas uniquement par le biais d'élixirs et de substances magiques, mais également par le perfectionnement spirituel ainsi que la purification du corps et de l'esprit. Néanmoins, il attachait une grande importance à l'alchimie pratique, en détaillant des recettes et des procédures pour préparer divers médicaments, potions et substances magiques. Ge Hong fut l'un des premiers alchimistes chinois à souligner la nécessité de faire preuve de prudence et d'être conscient des dangers inhérents à certaines pratiques alchimiques, mettant en garde contre les risques associés aux substances toxiques. Ces écrits sont devenus un véritable manuel pour les alchimistes et les médecins des générations suivantes, inspirant des décennies entières de chercheurs et de penseurs. Une autre figure célèbre de cette époque fut le légendaire Lu Dongbin, l'un des 8 immortels, qui, selon la tradition, aurait vécu à la transition entre la dynastie Tang et le début de la dynastie Song. Il était un philosophe, poète et praticien de l'alchimie interne d'un talent exceptionnel. Selon de nombreuses traditions, il provenait d'une famille noble, mais a renoncé à une carrière de fonctionnaire pour embrasser un chemin spirituel. Suite à sa rencontre avec le sage immortel, Zhongli Quan, il s'est consacré entièrement à l'étude du Dao et de l'alchimie. Lu Dongbin soutenait que l'immortalité s'atteint par la transformation de sa propre énergie vitale et de l'état spirituel de l'homme. Il enseignait comment réaliser correctement des exercices de respiration, des méditations et utiliser l'énergie spirituelle Qi afin d'atteindre l'harmonie et la longévité. Il est également devenu l'auteur de nombreux écrits poétiques et philosophiques qui ont bénéficié d'une immense reconnaissance populaire. Les gens le considéraient comme l'idéal du sage et le protecteur des personnes ordinaires, capable de les défendre contre les forces malveillantes et de les soutenir dans les moments difficiles. Une part essentielle de l'héritage du taoïsme est son influence sur la médecine traditionnelle chinoise et les pratiques de bien-être. Depuis l'Antiquité, les sages et médecins taoïstes ont examiné en profondeur le corps humain, cherchant à comprendre ses processus internes et à découvrir des moyens de maintenir la santé, la longévité et l'harmonie intérieure. En conséquence, c'est grâce au taoïsme qu'un grand nombre de méthodes de bien-être ont émergé, utilisées encore aujourd'hui non seulement en Chine, mais à travers le monde entier. Le concept fondamental de la médecine taoïste est celui de l'énergie vitale, ou Qi. Selon cette approche, le Qi est une énergie universelle qui traverse le monde et imprègne chaque être vivant. Dans le corps humain, le Qi circule à travers des canaux spécifiques appelés méridiens. Lorsque l'énergie circule librement et harmonieusement, la personne se sent en bonne santé, pleine de vitalité et de force. Cependant, si le flux de Qi est perturbé ou bloqué, cela entraîne des maladies, de la fatigue et un manque d'harmonie.
Il est intéressant de noter que dans les anciens écrits chinois, l'énergie Qi était décrite de manière très évocatrice. On la comparait à une brume, un nuage ou de la vapeur, qui ne peuvent pas être perçus visuellement, mais se ressentent. Les maîtres taoïstes enseignaient qu'il est possible de contrôler et de diriger le Qi dans son corps, par le biais de la respiration, de mouvements spécifiques et d'une concentration sur des points et des zones précises du corps. Selon la philosophie, la clé pour préserver l'harmonie de l'énergie, qui repose sur l'équilibre de deux principes opposés, yin et yang. Le symbole yin-yang, devenu emblématique à l'échelle mondiale, incarne l'une des croyances fondamentales des taoïstes. Tout dans le monde est constitué d'opposés qui se complètent et ne peuvent exister de manière isolée. Yang symbolise l'activité, la chaleur, la lumière, le mouvement et le principe masculin. En revanche, yin représente la passivité, le froid, l'ombre, le repos et le principe féminin. La santé et le bien-être de l'individu ne sont possibles que lorsque ces deux principes interagissent harmonieusement, s'équilibrant mutuellement. Tout excès ou déficit de l'une de ces énergies engendre un déséquilibre et, par conséquent, des maladies et des inconforts. Les médecins taoïstes et les maîtres de pratiques de bien-être ont élaboré des méthodes de diagnostic détaillées pour identifier la prédominance de yin ou de yang dans le corps humain et, en conséquence, déterminer comment rectifier ce déséquilibre. Par exemple, si l'énergie froide prédominait dans le corps, il était recommandé de consommer des aliments chauds et des décoctions à base de plantes visant à renforcer l'énergie yang. En revanche, en cas d'excès de yang, des procédures rafraîchissantes, un mode de vie tranquille et la consommation d'aliments aux propriétés adaptées étaient recommandés. Une ancienne légende raconte le moment où les sages taoïstes ont découvert pour la première fois l'importance de l'équilibre entre yin et yang. Selon cette histoire, un jour, un vieux maître eut la chance d'observer que les plantes, à l'ombre de la montagne, étaient saines et fraîches, tandis que celles exposées directement au soleil se fanaient rapidement. Après avoir médité sur ces observations, le sage conclut que seul l'équilibre entre la lumière et l'ombre, la chaleur et la fraîcheur, l'activité et le repos peut garantir vitalité et prospérité. Sur la base de ces principes, un système de diagnostic et de traitement a émergé dans la médecine traditionnelle chinoise. Les médecins taoïstes s'efforcèrent de déterminer l'état du corps humain en identifiant les zones et les causes de la perturbation dans la circulation du qi, puis choisissaient des méthodes de traitement visant à rétablir l'équilibre entre yin et yang. Parmi ces méthodes, on utilisait fréquemment des herbes médicinales, l'acupuncture, le massage et des conseils diététiques. Des pratiques de bien-être spécifiques, telles que le qigong, les exercices de respiration et la méditation, ont particulièrement gagné en notoriété et sont devenus des éléments essentiels de la tradition taoïste. Ces méthodes visent à gérer consciemment et à harmoniser le flux de qi dans le corps. Le qigong constitue un ensemble d'exercices comprenant des positions corporelles particulières, des mouvements fluides et une respiration consciente. On estime que la pratique régulière du qigong renforce la santé physique, purifie le corps des toxines, améliore la circulation sanguine et augmente le tonus général. De plus, ces exercices contribuent à l'équilibre émotionnel, réduisent le stress et favorisent la clarté d'esprit. Depuis l'Antiquité, le qigong a été pratiqué tant par des individus ordinaires, cherchant à améliorer leur santé et à prolonger leur vie,
que par des moines et des sages en quête d'illumination spirituelle et d'immortalité. Le taoïsme a apporté une contribution immense et significative au développement de la médecine traditionnelle chinoise, forgeant des méthodes qui demeurent très prisées aujourd'hui. Parmi les techniques les plus renommées, héritées du taoïsme, l'acupuncture et la phytothérapie se démarquent tout particulièrement. L'acupuncture est née en Chine, ancienne, bien avant notre ère. Toutefois, ce sont justement les médecins taoïstes qui ont systématisé et approfondi cette pratique. La méthode repose sur la compréhension du mouvement de l'énergie vitale Qi à travers les canaux méridiens. Si cette énergie est perturbée ou bloquée, des maladies apparaissent en insérant de fines aiguilles à des points spécifiques du corps. Les médecins taoïstes rétablissaient l'équilibre et favorisaient le flux harmonieux du Qi. Ce sont précisément les taoïstes qui ont décrit en détail ces points pour la première fois, en précisant leur emplacement exact sur le corps et en élaborant des cartes détaillées des méridiens qui sont encore utilisées dans la médecine chinoise contemporaine. Au total, plusieurs centaines de ces points ont été identifiés, chacun ayant une fonction spécifique et un lien établi avec les organes internes. La phytothérapie, ou traitement par les plantes, s'est également développée de manière significative au sein de la tradition taoïste. Les moines et les ermites, dans leur quête de longévité, récoltaient et étudiaient les plantes médicinales, créant ainsi de nombreuses recettes thérapeutiques. L'un des traités les plus anciens a été rédigé au 1er siècle de notre ère, en intégrant les connaissances accumulées par des générations de guérisseurs et de sages taoïstes. Ce traité décrit près de 365 plantes médicinales, en détaillant leurs propriétés, leurs méthodes d'application et les éventuels effets secondaires. De nombreuses formules de ce traité continuent d'être utilisées dans la médecine chinoise moderne. Le taoïsme a également exercé une influence marquante sur le développement des arts martiaux chinois. Les moines et les ermites taoïstes vivaient souvent dans des régions montagneuses isolées, ce qui les amena à acquérir des compétences en autodéfense. Au-delà de la protection physique, les arts martiaux sont devenus pour les taoïstes un moyen de perfectionner à la fois le corps et l'esprit, de diriger l'énergie interne Qi et d'atteindre l'harmonie entre mouvement et respiration. L'art martial le plus reconnu est le Tai Chi Quan, ou Tai Chi. Né au Moyen Âge au sein de cercles taoïstes, le Tai Chi Quan a connu une popularité croissante au XVIe et XVIIe siècle. Ce style se distingue par ses mouvements lents et fluides, alliant autodéfense efficace à la pratique de la méditation intérieure et des techniques de respiration. En pratiquant le Tai Chi, une personne apprend à percevoir et à orienter le flux d'énergie dans son corps, atteignant ainsi une harmonie entre son état physique et spirituel. Une autre importante branche des arts martiaux taoïstes est le Baguazhang, ou la paume des 8 trigrammes. Son nom fait référence à l'ancienne symbolique taoïste des 8 trigrammes Bagua, qui illustrent les principales forces et éléments de la nature. La pratique du Baguazhang inclut des mouvements circulaires continus autour d'un point de référence, favorisant la coordination, l'agilité et l'énergie interne. Ce style est réputé pour stimuler l'harmonisation des organes internes et de l'état émotionnel. Un autre art martial taoïste reconnu est le Xinyi Quan, ou le point de la forme et de l'intention. Contrairement aux autres styles, le Xinyi Quan se compose de mouvements rapides, brusques et puissants, requérant une concentration sur la force intérieure et une exécution précise. Les maîtres taoïstes croyaient que la pratique de ce style aide à développer la force de volonté, la détermination et la clarté d'esprit
tout en permettant de concentrer efficacement son énergie interne. Après l'ère des Tang et des Song, au cours de laquelle le taoïsme atteignait son apogée, sa position a progressivement commencé à évoluer. Sous la dynastie mongole et la dynastie Ming qui lui a succédé, le taoïsme a maintenu sa reconnaissance officielle et son influence, mais il n'a plus bénéficié du même soutien fort de l'État qu'auparavant. À la fin de cette période, surtout durant la dynastie Manchue-Qing, au XVIIe et XVIIIe siècle, le taoïsme a de plus en plus vu son ancien rôle politique diminuer, se transformant essentiellement en une religion populaire et un aspect de la vie quotidienne des simples citoyens, bien que les temples et les monastères demeurent répandus à travers la Chine. Les autorités officielles regardaient le taoïsme avec une certaine distance, l'assimilant plutôt à un élément de la culture populaire qu'à une source spirituelle significative pour l'État. Cette situation s'est prolongée jusqu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, lorsque la Chine a été secouée par d'importants bouleversements sociaux et politiques. Au début du XXe siècle, le taoïsme a traversé une crise majeure dans toute l'histoire de son existence. La Chine se trouvait dans une situation complexe. De longues guerres, des révolutions et d'importants bouleversements sociopolitiques ont ébranlé l'ordre traditionnel de la société. Pendant cette période, une critique corrosive de toutes les formes de l'ancienne culture a émergé, y compris des religions et des doctrines philosophiques jugées obsolètes et entravant le développement de la Chine sur les chemins du progrès et de la modernisation. La situation pour le taoïsme s'est considérablement aggravée après l'arrivée au pouvoir des communistes dirigés par Mao Zedong en 1949. Dès les premières années de son règne, le gouvernement communiste chinois a adopté une attitude hautement négative envers les religions, les considérant comme des vestiges du féodalisme, des superstitions et une exploitation des masses populaires. Dès le début des années 50, des campagnes ont été entreprises à travers le pays pour réprimer l'activité religieuse. Les temples et les monastères taoïstes étaient fermés, les biens confisqués par l'État, et de nombreux clercs faisaient face à des persécutions, arrestations et répressions. Cependant, les conséquences les plus désastreuses pour le taoïsme sont survenues durant la tristement célèbre révolution culturelle, déclenchée par Mao Zedong en 1966. Pendant cette période, toute expression de religiosité a été qualifiée de contre-révolutionnaire et nuisible à la société. Les temples ont été massivement détruits ou reconvertis en entrepôts, dortoirs et même porcheries. Des textes sacrés anciens inestimables, des rouleaux et des manuscrits étaient brûlés en pleine rue, tandis que la symbolique religieuse et les statues faisaient l'objet d'une destruction barbare de la part des jeunes révolutionnaires. L'ampleur de ces destructions était colossale. Selon certaines estimations, environ 80% de tous les temples et monastères taoïstes en activité ont été détruits ou détruits. Au cours des 10 années de la révolution culturelle, de nombreux monastères anciens et renommés, tels le célèbre monastère de Baiyunguan à Pékin, ont été fermés et pillés, tandis que d'inestimables collections de manuscrits anciens, soigneusement rassemblés pendant des siècles, ont été quasiment complètement anéantis. En plus de la destruction physique des temples et des textes, les persécutions envers le clergé et les croyants ordinaires ont également constitué un coup très sévère. Les moines et les prêtres ont été soumis à de rudes répressions et à des humiliations publiques. Ils étaient battus, envoyés au travail forcé et forcés de renoncer à leur foi. Nombre d'entre eux ont été emprisonnés dans des prisons, des camps
et des établissements de travail correctionnels, où ils sont morts d'épuisement dû à un emploi excessif et de mauvais traitements. Les détenteurs de savoir et de tradition, tels que les maîtres de la médecine taoïste, de l'alchimie, de la méditation et des arts martiaux, ont particulièrement éprouvé des souffrances. Par peur des persécutions, nombreux sont ceux qui ont été contraints de fuir vers des régions montagneuses isolées ou de se cacher, abandonnant ainsi la transmission de leurs connaissances à leurs élèves. En conséquence, de nombreuses techniques, rituels et doctrines philosophiques uniques, transmises oralement de maître à élève pendant des générations, ont été perdues à jamais. À la fin de la révolution culturelle en 1976, le taoïsme avait quasiment disparu en tant que religion organisée. Non seulement les ressources matérielles, mais également les ressources intellectuelles et les traditions avaient été anéanties. Il ne restait que très peu de porteurs vivants de l'enseignement, et le lien entre les générations d'élèves et de maîtres avait été rompu. À cause de cette politique, la Chine a en réalité perdu une part significative de son ancien patrimoine culturel. Cependant, malgré ces épreuves extrêmement difficiles, le taoïsme a su se maintenir sous des formes cachées et clandestines. De nombreux maîtres ont poursuivi en secret la pratique de la méditation et du qigong, préservant ainsi les connaissances et les traditions, bien qu'officiellement, le taoïsme ait été presque totalement anéanti sous le règne de Mao. Ce sont précisément ces quelques survivants qui ont pu, par la suite, jeter les bases d'un processus lent et complexe de renaissance de la tradition taoïste dans la décennie suivante. Après la fin de la révolution culturelle et le début des réformes à la fin des années 70, la Chine a commencé à connaître un rétablissement progressif de son patrimoine culturel traditionnel, y compris du taoïsme. Dès le début des années 80, l'État a officiellement autorisé la restauration des temples et monastères taoïstes qui avaient été précédemment détruits et persécutés. Parmi les premiers à être restaurés se trouve le célèbre monastère de Baiyunguan, à Pékin, et l'ancien temple de Qingchen-shan, dans la province du Sichuan, qui sont devenus des centres clés pour la renaissance de l'enseignement. À ce jour, le nombre de disciples du taoïsme en Chine, selon des données officielles, dépasse les 20 millions de personnes. Le nombre réel de fidèles pourrait être encore plus élevé, car de nombreux Chinois considèrent le taoïsme non seulement comme une religion, mais aussi comme une composante essentielle de leur vie quotidienne et de leur tradition. Dans le pays, plus de 1500 temples et monastères sont officiellement enregistrés, où des services religieux, des fêtes et des rituels ont lieu régulièrement. Un aspect crucial de la vie moderne du taoïsme a été sa capacité à s'adapter aux conditions des grandes villes et à une société en pleine évolution. Dans de nombreuses villes chinoises, des centres culturels et éducatifs ont émergé, permettant à des personnes de tous âges d'étudier la philosophie de l'enseignement, de pratiquer des exercices et des méditations pour améliorer leur santé et atteindre un équilibre émotionnel. Il est notable que parmi les disciples contemporains, on trouve un grand nombre de jeunes éduqués, pour qui cette ancienne philosophie offre des outils pour affronter les stress de la vie moderne. De surcroît, aujourd'hui, il est courant d'observer chaque jour une scène à la fois intéressante et répandue. Dès le matin, dans presque tous les parcs ou sur les places publiques, des groupes de personnes, souvent des personnes âgées, se réunissent pour pratiquer le tai chi. Cette tradition taoïste quotidienne est devenue une composante essentielle de la vie culturelle au sein de la société chinoise
illustrant le lien fort entre l'enseignement ancien et le mode de vie moderne. Au cours des dernières décennies, cette pratique a acquis une notoriété considérable au-delà des frontières de la Chine. En Occident, elle a été largement reconnue comme une philosophie et une pratique facilitant l'atteinte de l'harmonie intérieure et l'amélioration de la qualité de vie. Les méthodes simples, accessibles et scientifiquement prouvées du taoïsme, qui favorisent la réduction du stress et la prévention des maladies, sont particulièrement prisées dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, des millions de personnes aux États-Unis, en Europe et en Australie pratiquent régulièrement diverses techniques et pratiques. Les concepts et approches du taoïsme ont également fait l'objet d'études approfondies par la science moderne. De nombreuses recherches ont corroboré leur efficacité dans le renforcement de la santé, le traitement des maladies cardiovasculaires, l'amélioration de l'état psycho-émotionnel des individus et même l'augmentation de la qualité de vie chez les personnes âgées. En conséquence, les techniques taoïstes sont désormais intégrées officiellement dans les programmes de réhabilitation médicale, de psychothérapie et de bien-être à travers le monde. L'influence de la philosophie taoïste sur la psychologie moderne, l'éthique et la culture en général est tout aussi significative. Des concepts clés tels que la naturalité de la vie, le principe de non-action et l'équilibre des opposés sont aujourd'hui largement présents dans la littérature, le cinéma, ainsi que dans des ouvrages populaires sur le développement personnel et la psychologie. Le taoïsme propose à l'homme moderne une alternative face au rythme de vie stressant, en montrant le chemin vers une existence naturelle et harmonieuse. Aujourd'hui, le taoïsme a non seulement réussi à se rétablir dans son pays d'origine, mais s'est également répandu à travers le monde, offrant aux individus une approche universelle et claire pour atteindre l'équilibre intérieur et l'harmonie avec leur environnement. En dépit des changements significatifs et d'une adaptation aux conditions modernes, la profonde sagesse qui fonde cet enseignement demeure constante, éprouvée par les siècles et pertinente pour des personnes et des cultures très variées. Ainsi, notre conférence arrive à son terme. Aujourd'hui, nous avons exploré un parcours fascinant, depuis les origines anciennes de l'enseignement jusqu'à sa renaissance et sa diffusion dans le monde moderne. J'espère que vous avez découvert de nombreux éléments intéressants et utiles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des « j'aime », à vous abonner à la chaîne et à partager vos réactions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles conférences.